Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Yves Junior Manzanza Lumingu, Bill Augustin Mikambu Lutondo et Placide Ponzo Bekabamba dire Intellectuel et responsabilité sociale, mélange en l'honneur du professeur Ignace Matensi Takikangu, 2022. Jacques Evuna et Tony Ongen Mete, l'état verbal. De la grammaire du verbe à la conjugaison en contexte camerounais plurilingue, 2022. Ngoy Nduba Kamatanda, Kayamba TSHI-TSHINDOUBA, Constitution et transition démocratique en RD Congo, 1990 à 2006, 2022. Albert MBAN, Manuel de gestion des documents administratifs et des archives, 2022. Arthur et Marius Vidot, Regard des Européens sur les Africains entre les XVIIe et XXe siècles. 360 citations pour une contribution à l'étude de l'histoire du Sud-Bénin, 2022. François-Xavier Noah des ZIMBI, La Russie face aux Occidentaux en Afrique centrale 2022. Federica Burini, Cartographie participative et aménagement du territoire en Afrique subsaharienne, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La philosophie au service de la société en Afrique, le cas de la rez-de-chaussée, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La responsabilité sociale du philosophe face à la guerre en Afrique, enjeux et perspectives, 2022. Gilbert Germain, Nom à un plan Marshall pour l'Afrique subsaharienne, 2022. Azab et CHIR, La tragédie de la performativité, 2022. Laurent Tanier, Les TIC dans le système éducatif camerounais. Cas de l'enseignement secondaire, 2022. Guy Latiam, Les médias africains à l'heure de la rupture. Vers un grand rétablissement, 2022. Exergue. Il est évident que la voie diplomatique, que nous empruntons ne mènera pas la République démocratique du Congo là où elle doit être. Zachary Benda Fimbo. Préface. L'État agit au-delà de son périmètre national par son armée, sa diplomatie et ses services de renseignement. Il y a tout de même lieu d'épingler, en nous référant à la thématique de M. Zachary Benda Fimbo, que l'existence d'un bon appareil diplomatique est une condition essentielle à l'efficacité de l'action de l'État, en temps de paix comme en temps de crise aiguë. Les États dans leur ensemble pratiquent en permanence une sorte de diplomatie totale qui comporte l'usage de procédés économiques, politiques, psychologiques, de moyens violents ou semi-violents. Cette capacité diplomatique est la qualité de l'action grâce à laquelle on se fait des amis et désarme les adversaires possibles, et grâce à laquelle enfin, le tête-à-tête des négociateurs aboutit à des résultats heureux. Les diplomaties africaines, chères à l'auteur de la présente œuvre de l'esprit, sont l'application au quotidien de la politique régionale par ses membres. Ainsi, elles ne sauraient être une science de la ruse, moins encore de la duplicité, car si la bonne foi est nécessaire quelque part, c'est surtout dans les transactions politiques qu'elles s'imposent, car ce sont elles qui les rendent durables. Et c'est à juste titre d'ailleurs que Ngoye Chibambe souligne que les balles crépitent ou non en temps de paix ou de guerre, c'est par la diplomatie que les relations entre les États se maintiennent. C'est par la diplomatie également que les États en conflit cherchent les ressources et les alliés pour bien conduire celui-ci. C'est autour d'une table de négociation que les États belligérants s'accordent par le traité d'armistice, pour régler les termes de la guerre qui les oppose. Il est établi que l'intégration continentale de l'Afrique, selon le système diplomatique de cette zone géographique, est fonction de la volonté politique de ses gouvernants. Et à l'échelle du continent, les avantages sont tour à tour. 1. Stratégique, la position de l'Afrique entre les autres continents. 2. Politique, les institutions régionales et sous-régionales. 3. Social, d'abondantes ressources humaines. 4. Économe. 5.
IQ, les richesses du sol et du sous-sol. 6. Culturel, l'âme propre, valeurs authentiques. Les constances ou les principes de base qui ont soutenu diplomaties africaines et crises politiques congolaises relèvent respectivement 1. De la non-ingérence, non-intervention, non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État membre, subversion, espionnage, sabotage, assassinat, propagande malveillante. 2. De l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. 3. Du règlement pacifique des différends, arbitrage, négociation, médiation, conciliation, bons offices. Procédés non juridictionnels. 4. De la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme, sanctions, rupture, embargo, boycott, lutte armée. 5. Du non-alignement ou du neutralisme positif. Par ailleurs, les crises politiques à répétition qui ont émaillé la mémoire collective de la République démocratique du Congo, de Nelson Mandela au clergé catholique national, trouvent tout de même quelque enthousiasme, affinité, et ce au fil des âges au sein du système diplomatique africain, à savoir 1. L'héritage colonial, langue, monnaie, système administratif, éducatif, juridique similaire. 2. Les facteurs socioculturels, religion et groupes ethniques. 3. Les impératifs économiques. 4. Les facteurs idéologiques. 5. L'estime personnelle entre les dirigeants. 6. Le souci de sécurité. Et à travers la plume alerte qui particularise l'auteur, je note avec fierté le destin régional en tant que fondement de la diplomatie africaine face à l'irénologie et ou à la polémologie, les deux faces de Janus en terre congolaise. Les enjeux diplomatiques, les voies de l'espoir, la vision stratégique régionale, les défis du futur, les chemins de l'avenir régional, les failles et les insuffisances contextuelles, institutionnelles, relationnelles, sont autant de paramètres illustratifs démontrant à loisir les 1001 tentatives diplomatiques régionales amorcées au bénéfice de la République démocratique du Congo quant à la résolution des crises lancinantes et sempiternelles à caractère foncièrement politique qui la minent dangereusement. L'épineuse question qui subsiste en définitive est celle de savoir si, après diverses entreprises menées, accords, dialogues et autres procédés non juridictionnels, la République démocratique du Congo est finalement sortie de l'auberge ou demeure-t-elle dans la mare du diable où elle s'est empêtrée des décennies durant, pas toujours par la faute des autres, mais par l'incivisme et l'inconséquence des gouvernants qu'elle ne mérite pas. La palme revient tout naturellement à M. Zachary Benda Fimbo, le talentueux auteur de l'ouvrage qui trouve sa place dans les annales diplomatiques du continent africain, qui s'est livré à cœur joie à nous brosser la trame historique de la tragédie congolaise de Nelson Mandela à l'épopée du clergé catholique national. Jean-Lucien Kitima Kassendouéa, professeur ordinaire, secrétaire général commissionné, ministère des Affaires étrangères, ministre plénipotentiaire de première classe, avec rang d'ambassadeur. Remerciements. Cet ouvrage est le fruit d'une longue réflexion sur les efforts diplomatiques fournis par les autorités africaines, dans le but de résoudre leurs propres différends. Résultat d'une orientation politique de consensus, son élaboration est faite dans un contexte sociopolitique et diplomatique exclusivement congolais. Il permet d'éclairer nos idées sur les actions diplomatiques posées par les dirigeants du continent, visant à apporter des solutions purement africaines à leur propre crise politique. Au terme de sa rédaction, nous adressons nos sincères remerciements aux professeurs Émile Bongeli Yeikelo Yaato et Jean-Lucien Kitima Kassendouéa pour leur temps précieux consacré à la lecture du manuscrit. Tous nos remerciements vont également à nos interlocuteurs congolais, membres des différentes délégations dans les diverses négociations à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières de la République démocratique du Congo, pour avoir pris le pari de mettre leur expérience politique à notre disposition. Zachary Benda Fimbo. Avant-propos. La diplomatie constitue en elle-même un sujet dynamique qui ne se limite pas à la sphère étatique et concerne toutes sortes d'activités humaines liées aux négociations visant la résolution pacifique des différends. Les dialogues, les médiations, les facilitations, les bons offices. Elle joue un rôle important non seulement dans la consolidation des relations interpersonnelles, mais aussi dans l'amélioration de la gestion des affaires publiques nationales et ou internationales.
aboutissant souvent à la signature des accords. Les efforts diplomatiques sont généralement les résultats de l'implication de plusieurs acteurs facilitateurs, dont la neutralité est acceptée par les parties prenantes. Assez immense, le domaine diplomatique n'est pas embrassé dans toute son intégralité dans cet ouvrage. Seuls les aspects des échanges politiques entre Congolais bloqués à la suite notamment de la méfiance des délégations sont abordés. Et les principaux intervenants extérieurs poursuivant non seulement l'instauration de la confiance mutuelle, mais aussi le règlement pacifique de ces litiges sont les acteurs politiques exclusivement africains et les prélats catholiques nationaux œuvrant pour la cohabitation moins conflictuelle des différentes tendances politiques locales. Leur objectif est d'amener progressivement les frères ennemis congolais au rétablissement d'une légitimité consensuelle, susceptible de les conduire vers la résolution durable de leur crise politique. Cependant, même en faisant l'impasse sur les autres volets de l'activité diplomatique africaine, la matière reste considérable. Pour la clarté de l'analyse, elle est subdivisée en 2 parties et ordonnée d'une manière chronologique suivant les accords compromis signés par les acteurs congolais. Les différentes sections possèdent des thèmes dominants: la partition du pays, la réconciliation nationale, la tenue des élections générales. Le choix des tranches chronologiques et des thèmes exploités n'est pas immuable, surtout pendant une période où les politiques congolais ont du mal à différencier ce qui est durable et nécessaire de ce qui est provisoire et inutile à la suite de la méfiance mutuelle née de leur égocentrisme. Ce qui tend à rendre leurs négociations cycliques et les actions diplomatiques permanentes. Diplomaties africaines et crise politique congolaise visent à faire voir que les problèmes politiques africains cessent de se confondre avec ceux du monde occidental. La particularité de ces actions diplomatiques continentales se justifie par la spécificité des crises politiques congolaises, d'une part, et par le choix de leurs animateurs, d'autre part, pour mieux s'affirmer dans ce monde en mutation perpétuelle afin de jouer efficacement le rôle qui leur revient. Longtemps délaissés par les grandes puissances car considérés comme une cause perdue d'avance, les diplomaties africaines sont désormais sollicitées pour résoudre les divers litiges politiques du continent afin d'y garantir la paix et la sécurité entre les peuples. Leur émergence montre que l'Afrique aussi existe. Cette existence se caractérise, durant ces dernières décennies, par un regain de la marge des manœuvres politiques et diplomatiques des chefs d'État et de gouvernement africains. Par ailleurs, la visée promotionnelle des diplomaties africaines entre dans le contexte général des ambitions des pays du Sud et de l'affirmation de leur identité sur la scène internationale, ayant poussé en 2006, Hugo Chavez a déclaré « JL sur Tambien existe ». L'appartenance africaine de ces facilitateurs et ou médiateurs, c'est bien ce qui fait l'originalité de cette diplomatie, s'explique par le rejet des influences extérieures et des ingérences étrangères dans les affaires intérieures du continent. Elle tient à la sauvegarde des indépendances des pays africains et de leur souveraineté internationale. Voulant prouver à la face du monde que les autorités politiques africaines sont capables de s'attendre et de trouver des solutions africaines à leurs propres problèmes, la diplomatie continentale poursuit l'affirmation de son autonomie et de son émancipation en confirmant la maturité politique des dirigeants africains dans le but d'instaurer un nouvel ordre fondé sur la reconnaissance de leurs efforts diplomatiques. Zachary Benda Fimbo. Introduction. Depuis l'éclatement des crises politiques congolaises de ces 2 dernières décennies, occasionnées notamment par le déficit de légitimité et les conflits internes, de nombreuses actions diplomatiques sont envisagées et entreprises par des acteurs extérieurs pour y trouver des solutions efficaces et durables. Celles-ci sont souvent orientées vers l'applicabilité des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et justifient régulièrement l'envoi des casques bleus sur le sol congolais. Ces derniers interviennent dans le cadre de la mission onusienne de peacebuilding, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationale. Ainsi, dès les premières années de l'accession du Congo à la souveraineté internationale, les soldats de la paix se sont retrouvés officiellement au sein du territoire congolais pour le préserver des ingérences étrangères et de l'expansion des mouvements sécessionnistes. Bien que ce pays, situé au centre du continent africain,
soit réunifiée et qu'un gouvernement légal ait été mis en place pour exercer son autorité après le départ de la Force militaire internationale de l'Organisation des Nations Unies au Congo, ONUC, en juin 1964, la méfiance entre les leaders politiques congolais et leurs divergences de vision ont continué, faisant pérenniser la crise sécuritaire et l'instabilité institutionnelle. C'est dans ce contexte que certains auteurs, comme Paul-Henri Gendebien, soutiennent que la crise congolaise de cette époque a été avant tout un problème politique lié à l'absence de la bonne gouvernance du pays et au manque de la confiance entre ses dirigeants. Si les premières dissensions politiques congolaises des années 1960 ont interpellé les Nations Unies et engagé particulièrement la responsabilité de son secrétaire général, qui a interprété les diverses résolutions du Conseil de sécurité et les multiples décisions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour en tenir scrupuleusement à la Charte de San Francisco, les crises de légitimité des années 1999 à 2000, ayant entraîné des pertes importantes en vies humaines, ont obligé la communauté internationale à travers les Nations Unies à intervenir sur le sol congolais en vue de protéger les civils contre les atrocités et de se donner les moyens de rétablir d'autorité de l'État congolais sur l'ensemble de son territoire. C'est dans ce contexte qu'Émile Bongeli n'hésite pas à qualifier cette communauté internationale d'un conglomérat de pays puissants, qui dominent le monde, et qui s'arrogent tous les droits du fait de leur puissance et de leur supériorité sur les peuples faibles. Ainsi, par sa résolution 1234-1999, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé l'arrêt immédiat des hostilités et proposé la signature d'un cessez-le-feu pouvant permettre notamment le retrait des forces étrangères, le désarmement des différents groupes armés non gouvernementaux et le rétablissement de l'autorité de l'État. Cette résolution a servi de fondement non seulement à la signature de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka en 1999, mais aussi à l'adoption d'une autre résolution 1279-1999, créant la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, MONUC. Ce changement radical d'orientation basé sur l'interventionnisme humanitaire de l'Organisation des Nations Unies laisse voir que les limites juridiques et diplomatiques de ces résolutions l'ont amené à la passivité de ses actions. Assimilable à la complicité, cette inertie onusienne a entraîné l'éviction et l'assassinat du premier ministre congolais Emery Patrice Lumumba et le massacre des populations civiles. Se fondant sur le droit d'ingérence humanitaire actuel de l'ONU, ce changement se justifie par l'activisme politique et diplomatique de certains de ses membres et l'adaptation de ses interventions non seulement à ses objectifs et à la complexité des multiples différends étatiques, mais aussi à l'évolution de l'environnement politique international et à l'efficacité de ses actions sur le terrain dans le but de corriger les erreurs du passé en vue de préserver durablement la paix et la sécurité internationale. Cependant, cette mutation opérationnelle au sein des Nations Unies et les problèmes internes à la gouvernance politique congolaise placent les partenaires extérieurs de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, devant de nombreux obstacles avant et durant leurs interventions sur le territoire congolais. De plusieurs ordres, ces difficultés proviennent notamment de la diversité des requêtes adressées par le gouvernement entraînant la multiplicité des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, le déficit relatif de collaboration entre tous les acteurs locaux et étrangers, la divergence d'approches internes et externes dans la recherche des solutions, l'ambiguïté de la volonté politique de certains dirigeants congolais, etc. N'aboutissant pas impérativement aux résultats escomptés, ces résolutions onusiennes reproduisent implicitement les mécanismes de l'inadéquation opérationnelle entre les décisions internationales et leur perception par les acteurs locaux, d'une part, et entre les actions entreprises et les réalités congolaises, d'autre part. Elles tendent également à montrer que dans une crise politique interne au Congo, doublée d'un caractère régional et international, le principe de la non-intervention des Nations Unies est dépassé d'autant plus qu'une force militaire internationale se charge de maintenir l'ordre, la paix et la sécurité internationale conformément au chapitre 7 de sa charte. Par ailleurs, la poursuite des hostilités entre les belligérants, d'une part, ne révèle-t-elle pas les limites des principes onusiens et de leurs pratiques diplomatiques et ne constitue-t-elle pas l'une des causes de l'échec des interventions de la communauté internationale sur le terrain des opérations ?
La perpétuation des massacres des civils, d'autre part, n'est-elle pas assimilable à la non-assistance à personne en danger? Ne constitue-t-elle pas la base de la prise de conscience et de responsabilité des dirigeants africains dans la recherche des solutions adéquates à leurs propres problèmes? Ne justifie-t-elle pas l'activisme des diplomaties africaines dans les crises politiques congolaises de ces dernières décennies? Les préoccupations soulevées dans cette étude se fondent sur la persistance de l'insécurité causée par les groupes armés locaux et étrangers dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans les villes de Béni, de Butembo et de l'Ituri où se retrouvent massées les troupes onusiennes. Prouvant relativement l'impuissance militaire et l'incapacité opérationnelle de la communauté internationale à y ramener la paix, elle questionne l'efficacité de la thérapie diplomatique africaine contre les cris de légitimité et d'autorité des dirigeants congolais contribuant à l'instauration d'une gouvernance funeste. Par conséquent, cet ouvrage analyse les actions diplomatiques de certains responsables politiques africains facilitant les négociations et les médiations, ou offrant leurs bons offices entre les acteurs congolais en vue d'aboutir à un règlement pacifique et durable de leurs différends. Il garantit aussi la lecture et la compréhension des différents instruments juridiques issus des multiples rencontres intercongolaises. Si cette relève diplomatique africaine est considérée comme une solution à l'inefficacité du gouvernement congolais, elle est aussi prise pour une réponse politique à l'échec des interventions de la force militaire internationale sous l'égide des Nations Unies. Elle se justifie également par la mise en application du principe de l'inviolabilité de l'indépendance et de la souveraineté des États du continent. Se référant à la déclaration du premier ministre congolais, Emery Patrice Lumumba lorsqu'il prédit « L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité », les dirigeants politiques africains insistent sur la non-ingérence étrangère dans les affaires intérieures du continent et la recherche des solutions purement africaines à leurs propres différends. Laissant apparaître l'activisme des diplomaties africaines pour la résolution des crises politiques congolaises, les investigations menées dans le cadre de cette analyse s'intéressent aussi à l'examen des diverses approches et stratégies adoptées par plusieurs personnalités politiques africaines venues à la rescousse de la République démocratique du Congo depuis la fin des institutions légales de la République du Zaïre. Les activités de ces facilitateurs et ou médiateurs africains dans ce pays, durant ces dernières années, se caractérisent par la finesse et la souplesse de leurs actions diplomatiques ainsi que par la poursuite d'un seul objectif, celui d'aider la République démocratique du Congo à sortir pacifiquement des crises politiques et ou sécuritaires dans lesquelles ses dirigeants politiques l'ont plongé en offrant leurs bons offices. Par conséquent, le discernement de leur démarche diplomatique et les résultats obtenus s'articulent autour de deux parties de cet ouvrage dont la première partie appréhende les actions diplomatiques africaines depuis la chute du régime de Joseph Désiré Mobutu jusqu'au compromis politique de la Saint-Sylvestre en passant, d'abord, par la partition du pays en territoires semi-autonomes dirigés par les différents belligérants, la facilitation de Nelson Mandela, les bons offices de Muammar Kadhafi et la médiation de Frédéric Chiluba. Cette partie aborde, ensuite, la dynamique d'attente et de réconciliation entre les acteurs politiques congolais à travers la gouvernance consensuelle issue de la contribution de Ketomile Johnny Mazayer, de l'activisme de Thabo Mbeki et des efforts de Moustapha Niasse. Elle analyse, enfin, les retombées des dernières actions diplomatiques africaines d'avant la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales de 2018 sur les crises politiques congolaises au travers de la conégociation d'Olusegun Obasanjo et de William Mpaka pour résoudre les conflits locaux, le dialogue politique organisé sous les auspices d'Edem Kodjo avec les bons offices de Denis Sassou Nguesso et l'implication du clergé catholique national. De son côté, la seconde partie donne non seulement le contenu intégral des différents accords de paix aux crises politiques congolaises issus des multiples rencontres entre les participants, mais aussi le contexte dans lequel ces instruments juridiques sont établis et adoptés. Elle garde le mérite de préciser la localisation du lieu des réunions et de retracer la chronologie des événements ayant concouru à la signature de ces textes. Elle permet également d'appréhender les écueils dans leur mise en application effective sur le terrain. Cependant,
L'ordre de leur présentation ne se réfère pas à une vision diplomatique particulière ni à l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Tenant compte des circonstances ayant nécessité la tenue du dialogue et de la présence des acteurs tant internes qu'externes, cet agencement des textes d'accord suit plutôt l'évolution des négociations et ou des médiations en rapport avec les enjeux politiques et les objectifs poursuivis. Première partie. Les actions diplomatiques africaines en faveur de la résolution des crises politiques en République démocratique du Congo. Chapitre 1. Lors de la chute de Joseph Désiré Mobutu et de la partition du pays. 3 actions diplomatiques majeures caractérisent cette période. D'abord, la facilitation de la rencontre entre le maréchal Mobutu et Laurent Désiré Kabila par le président sud-africain Nelson Mandela. Ensuite, les bons offices offerts par le leader de la Jamaïria arabe libyenne Mouammar Kadhafi pour garantir la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs africains. Enfin, la médiation du président zambien Frédéric Chiluba auprès des belligérants afin de favoriser la réunification de la République démocratique du Congo. 1.1. La fin du règne de Joseph Désiré Mobutu et la facilitation de Nelson Mandela. Depuis le début des crises politiques congolaises, les autorités sud-africaines ne cessent de manifester leur engagement pour le maintien de la paix en Afrique centrale. Celui-ci se matérialise notamment par leurs offres de bons offices, leur proposition des cadres appropriés et de la logistique nécessaire pour le dialogue entre les acteurs congolais ainsi que le financement de leurs différents rounds de négociations. Ainsi, l'appréhension de la mission de facilitation du président sud-africain Nelson Mandela en République démocratique du Congo nécessite la compréhension du contexte politique national et international de ces actions caractérisées par la fin du règne de Joseph Désiré Mobutu et l'évolution de la rébellion de Laurent Désiré Kabila, d'une part, et la fin de la bipolarisation du monde, d'autre part. La nouvelle dynamique du changement politique dans cet État d'Afrique centrale commence en 1996, au moment où il connaît sa première guerre de libération, partie de l'Est du pays. Avec le soutien des armées régulières des pays limitrophes dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, les troupes de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, sous la direction politique de Laurent Désiré Kabila, se dirigent vers la capitale Kinshasa pour prendre le pouvoir alors que les forces armées zaïroises, FAZ et leurs mercenaires étrangers battent en retraite. Tout au long de leur marche de libération, ces rebelles prennent des villes les unes après les autres. Goma, Bukavu, Kindu, Lubumbashi, Kisangani et autres passent facilement sous leur contrôle sans véritablement combattre. Leurs multiples victoires, sans une véritable résistance armée et ou populaire, permettent de déduire que le pays s'oriente progressivement vers une nouvelle configuration sociopolitique à laquelle il s'est préparé. L'accueil réservé par les populations locales à ces insurgés les encourage à poursuivre leur lutte contre le régime en place. L'environnement politique international, se définissant par la fin de la guerre froide et des clivages idéologiques Est-Ouest, a nécessité non seulement un changement des acteurs, mais aussi une redéfinition des priorités politico-économiques en Afrique centrale par les grandes puissances. Il a contribué notamment au désintéressement relatif de l'Occident, et plus particulièrement de certains pays de l'Union européenne, UE, aux ressources naturelles du sol et du sous-sol congolais, à la perte progressive du soutien extérieur au maréchal Mobutu et à l'effondrement de son héritage politique tel que la paix retrouvée, l'unité territoriale, la cohésion et la fierté nationale. Par ailleurs, son règne est marqué par la déification de sa personne, la pérennisation de son autorité, la personnalisation de son pouvoir et une situation socio-économique explosive l'ayant rendu impopulaire dans son propre pays. Les abus politiques et économiques de son régime sont publiquement évoqués, pour le contraindre à partager le pouvoir et à changer ses méthodes de gestion. Créant un climat de mécontentement généralisé, sa gouvernance politique a préparé le terrain à un soulèvement populaire détruisant le tissu social et économique du pays, et au déclenchement d'une rébellion soutenue militairement par certains pays limitrophes tels le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Cette révolte contre l'autorité légalement établie est le résultat d'un contraste né de l'injustice sociale,
caractérisée notamment par l'existence d'une oligarchie politico-militaire et économique riche, face à une masse ouvrière et paysanne restée pauvre malgré les richesses du sol et du sous-sol que regorge le pays. Se fondant sur une rhétorique nationaliste et populiste, elle vise l'instauration d'un régime populaire et d'un système de répartition équitable du revenu national en débarrassant le pays de ses mauvais dirigeants par les armes. Ces ambitions nationalistes et révolutionnaires constituent la base idéologique de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo et séduisent relativement, à ses débuts, les différents groupes socio-économiques et politiques du pays, composés essentiellement de l'opposition non armée et de la société civile. Soutenus par la communauté internationale, ces opposants et ces acteurs sociaux contestent les pouvoirs publics et appuient l'insurrection. Ainsi, naît une crise politique multiforme liée au déficit de légitimité et d'autorité, au manque de distribution et du contrôle citoyen, à la carence de confiance et de sécurité, à l'absence de participation et de solidarité. Se proposant facilitateur dans ce différend politique et militaire qui oppose le gouvernement légal et les insurgés, le président sud-africain Nelson Mandela s'assigne la mission de réunir les leaders congolais autour d'une table pour y trouver une solution pacifique et africaine, plus particulièrement entre le maréchal Mobutu et le révolutionnaire Laurent-Désiré Kabila. Bien que la rencontre entre ces deux principaux dirigeants congolais se soit faite en deux phases, le président Nelson Mandela veut obtenir une sortie honorable pour son homologue, le président Mobutu. Se sentant moralement redevable envers le maréchal zaïrois pour avoir été l'un des partenaires du Congrès national africain, ANC, et l'un de grands soutiens de son parti lorsqu'il se trouvait encore en détention, il veut lui témoigner sa gratitude en offrant sa facilitation pour une solution politique durable. C'est dans le même contexte de remerciement que le président Nelson Mandela avait réservé l'un de ses premiers voyages africains, après sa libération, au président Mobutu et au peuple zaïrois pour leur exprimer sa reconnaissance. Resté moralement redevable envers lui et son pays, le président sud-africain Nelson Mandela était reçu à Goma dans la province du Nord-Kivu par le maréchal zaïrois en 1990. Cette rencontre de haut niveau Mandela-Mobutu avait marqué l'histoire politique de l'Afrique australe tout entière. Elle avait contribué également à l'élévation politique de la nation sud-africaine. Ainsi, l'objectif des démarches diplomatiques du président Nelson Mandela était non seulement d'obtenir une garantie de paix et un règlement pacifique de cette crise pour un départ honorable du pouvoir par le maréchal Mobutu, mais aussi d'assurer l'émergence du leadership politique et diplomatique de son pays dans la région des Grands Lacs africains. Si la réussite de la mission du président sud-africain était vue par le Congrès national africain comme un signe de gratitude envers le maréchal zaïrois, pris pour l'un des dirigeants politiques africains ayant impulsé la dynamique des sanctions internationales contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, elle était également considérée comme l'affirmation de la suprématie diplomatique sud-africaine en Afrique centrale. Par ailleurs, les actions diplomatiques du président Nelson Mandela dans cette partie de l'Afrique se fondaient sur le fait que depuis plusieurs mois, la France et le reste de la communauté internationale ne cessaient d'évoquer le risque d'un massacre des populations civiles lors d'une éventuelle entrée militaire non négociée des insurgés de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo dans la capitale congolaise. Ne pouvant pas intervenir directement dans ce pays africain, à la suite de sa souveraineté nationale d'une part, et de la rivalité franco-belgo-américaine, d'autre part, la communauté internationale se contentait de la mise en place d'une diplomatie des émissaires et des envoyés spéciaux. Par conséquent, elle se limitait aux annonces médiatiques sans impact palpable sur le terrain des hostilités. C'est dans ce même contexte que le gouvernement français dénonçait les massacres perpétrés par les troupes rebelles de Laurent-Désiré Kabila, dans la ville de Mbandaka à l'Équateur. Il soulignait aussi qu'il n'y aurait pas de paix durable dans ce pays, si les membres de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo prenaient le pouvoir par les armes. Si la France ne s'interdisait pas d'imposer certaines restrictions aux vainqueurs de cette guerre, elle insistait également sur le spectre d'un bain de sang avec des pertes importantes en vies humaines. De son côté,
Le gouvernement américain demandait au maréchal Mobutu de nommer une équipe chargée de négocier la passation pacifique du pouvoir avec les membres de l'Alliance, d'une part, et l'obligeait à rencontrer rapidement le chef des révolutionnaires, Laurent-Désiré Kabila, d'autre part. En échange, Washington lui garantissait sa sécurité personnelle. Cette requête du président américain Bill Clinton se trouvait dans la lettre que l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Bill Richardson, avait remise au président Zaïroa Mobutu. Face à ces tergiversations, ce dernier était placé devant un dilemme vital : vous partez ou vous mourrez. Nous ne voulons pas voir votre cadavre traîner dans les rues de Kinshasa. Cet ultimatum américain sonnait comme une mise en demeure qui appelait une suite immédiate, suivie impérativement de son exécution. N'ayant pas d'autre choix, le maréchal Mobutu s'y soumettait et ses collaborateurs rédigèrent immédiatement une réponse destinée au président américain Bill Clinton. Dans l'entretemps, les forces militaires de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo sont arrivées aux portes de la capitale Kinshasa après 7 mois de guerre. C'est à ce moment que le président Nelson Mandela s'active en mobilisant le navire de guerre sud-africain SAS Outnika pour organiser la rencontre bipartite entre les deux principaux acteurs de la crise politique congolaise en vue de la désamorcer et de trouver une solution pacifique purement africaine. Organisée en 2 phases de négociation, la réunion entre les 2 dirigeants politiques zaïro-congolais considérés comme des frères ennemis aura lieu au large du fleuve Congo, dont leur premier contact direct et facilité est tenu le dimanche 4 mai 1997, et le second est prévu le 14 mai de la même année en présence du facilitateur sud-africain. La première rencontre entre le maréchal Mobutu et Laurent-Désiré Kabila. Les populations congolaises retiennent que le rapprochement entre le maréchal Mobutu et Laurent-Désiré Kabila a été initié par l'envoyé spécial des États-Unis, Bill Richardson, et que leur rencontre a été convoquée par le président sud-africain Nelson Mandela qui s'est proposé facilitateur de la crise politique qui secoue leur pays. Bien qu'étant parvenu à réunir directement autour d'une même table, pour la première fois, le président Mobutu et le chef rebelle Laurent-Désiré Kabila, le succès de ces pourparlers n'a été ni assuré ni garanti. Les positions relativement rigides et diamétralement opposées défendues par les 2 délégations et leurs chefs de file n'ont permis aucune avancée significative. Malgré la présence de l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, Raymond Bernard Césaire sur le lieu de cette réunion, considéré comme une garantie sécuritaire pour la délégation rebelle, l'échec des négociations a été perceptible avant le début des travaux à la suite du tâtonnement de Laurent-Désiré Kabila non seulement à rejoindre le facilitateur Nelson Mandela, mais aussi à participer activement à cette rencontre. Devant les multiples tergiversations du chef des insurgés, le président sud-africain Nelson Mandela, présent à bord du vaisseau de la marine de son pays SAS Outnika depuis 3 jours, a pesé de tout son poids pour que ce premier face-à-face entre le président Mobutu et Laurent-Désiré Kabila se tienne. Organisée le dimanche 4 mai 1997, cette rencontre s'est déroulée sur ce navire de guerre sud-africain et au large de la ville congolaise de Pointe-Noire, sous les auspices du facilitateur Nelson Mandela. Elle a connu la participation de son vice-président Thabo Mbeki, et du médiateur des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine Mohamed Sanoun. C'est au cours de cette rencontre que le président Mobutu, affaibli par la maladie, exprime sa volonté de quitter le pouvoir et que Laurent-Désiré Kabila ordonne à ses troupes d'arrêter leur progression vers la capitale Kinshasa. D'une durée de 90 minutes, cette rencontre s'est tenue dans un conteneur aménagé pour la circonstance. Exprimant son intention de quitter définitivement le pouvoir, le président Mobutu a proposé, au chef de la délégation rebelle, les 2 étapes de la voie de sortie de cette crise politico-militaire. La mise en place d'une période de transition, suivie de l'organisation des élections générales auxquelles il n'en sera pas candidat. Cette proposition présidentielle est la réponse au document soumis au maréchal Mobutu par Laurent-Désiré Kabila, dans lequel il lui suggérait d'abandonner le pouvoir au profit de son alliance comme la seule autorité de la période de transition, et qui lui garantirait sa sécurité et celle des siens, qu'il jouirait d'une retraite dorée et qu'il bénéficierait d'une garde personnelle et d'un secrétariat privé. Cependant,
aucune délégation n'a souscrit au schéma politique suggéré par l'autre. Par ailleurs, les deux propositions ont laissé voir clairement la divergence dans la perception de la rencontre et de son objet par les deux chefs des délégations. Ce désaccord les a conduits inévitablement vers l'échec. Bien qu'ayant justifié l'insuccès de leurs pourparlers, il n'a pas ébranlé la détermination de la facilitation et de la médiation qui ont reconnu le mérite de leurs efforts couronnés par le face-à-face et le dialogue entre les belligérants. C'est dans ce contexte que le médiateur Mohamed Sanoun a annoncé qu'en signe de bonne volonté, Laurent Désiré Kabila a demandé à ses troupes d'arrêter tout mouvement militaire sur le terrain. Cependant, bien que le processus de dialogue entre le gouvernement et la rébellion soit effectivement entamé, Laurent Désiré Kabila n'utilise pas le terme de cessez-le-feu et veut que les négociations aboutissent à la cessation des hostilités et au départ définitif du maréchal Mobutu du pouvoir. N'ayant pas l'avantage des armes sur le terrain des opérations militaires, ce dernier sollicite et obtient auprès de la facilitation un délai de 8 jours pour examiner la demande de sa démission exigée par la délégation des insurgés et consulter les membres de son entourage. Cette période de réflexion du président Mobutu basée sur l'observation attentive, minutieuse et critique de la requête lui soumise par Laurent Désiré Kabila, prépare leur second round de négociations en présence du président et vice-président sud-africain ainsi que du médiateur international. Cependant, le chef de l'Alliance, ayant l'appui de la population et l'avantage militaire sur le terrain des opérations, ne décrète pas un cessez-le-feu unilatéral. Il veut aller jusqu'au bout et diriger le pays pendant la période de transition, pour préparer les élections générales alors que le maréchal Mobutu ne souhaite remettre le pouvoir qu'à son successeur élu. Devant la divergence d'opinion entre les deux délégations à l'issue de ce premier tête-à-tête Mobutu-Kabila, le médiateur onusien Mohamed Sanoun se rend compte que la facilitation et la médiation ne peuvent pas résoudre tous les problèmes politiques et militaires des belligérants immédiatement, et projette d'organiser une seconde réunion. Néanmoins, il reconnaît que le mérite de ce face-à-face entre les deux chefs des délégations est de créer un environnement propice au dialogue et à la négociation susceptible d'aboutir à un compromis durable entre les belligérants. Le rendez-vous manqué entre Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Avant la fin du délai de réflexion accordé par la facilitation à la délégation gouvernementale, le chef rebelle Laurent Désiré Kabila ne cesse de répéter que le seul résultat attendu de leur seconde rencontre est la passation pacifique du pouvoir entre le Mouvement populaire de la Révolution, MPR, et l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Retranché à Lubumbashi, le commandant des insurgés interdit par la même occasion aux dirigeants des pays occidentaux de se mêler dans les affaires intérieures congolaises et d'imposer leurs conditions lors du choix d'un autre président de la République. Prêtes à attaquer Kinshasa et le siège des institutions légales, ces troupes se tiennent à la porte de la capitale et maintiennent la pression sur les autorités publiques dont certaines se désolidarisent progressivement du pouvoir en place. C'est dans ces conditions que le président sud-africain Nelson Mandela convoque la seconde et l'ultime rencontre Mobutu-Kabila. Considérée comme la réunion de la dernière chance à bord du navire de guerre sud-africaine, SAS Utenika, au large du port congolais de Pointe-Noire après le changement du contexte politique sur le terrain, le deuxième sommet... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.